Et ça y est, on est en direct. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce live meeting organisé par Lita. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être avec nous en ce mois d'août. Je vois que vous êtes tous en train de vous connecter progressivement. Donc, je vais juste prendre quelques minutes pour me présenter. D'abord, je suis Maude Canet, je suis chef de projet levée de fonds senior chez Lita. Et aujourd'hui, on va se parler de la levée de fonds de Gringo. Gringo, la plateforme française leader des séjours au vert et pionnière du tourisme durable, qui revient pour une deuxième levée de fonds sur notre plateforme. Voilà, je vois que vous continuez à vous connecter. Merci à tous de nous rejoindre en direct pour une nouvelle rencontre entre citoyens et entreprises financées sur notre plateforme. Je vais juste dire un petit mot sur Lita pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Il s'agit d'une plateforme qui propose un nouveau modèle d'investissement, plus direct, plus simple. On relie les investisseurs désireux de changer les choses avec des entreprises qui le font à travers des investissements à partir de 100 € et qui rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 140 000 citoyennes et citoyens. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Guillaume Jouffre, cofondateur et CEO de Gringo, qui a disparu. Il était connecté à l'instant et je vois qu'il a disparu. Il va revenir. Ça y est. Excusez-nous pour ce petit loupé. Je vois qu'il arrive. Toutes mes excuses, j'ai dû donner mon lien à quelqu'un qui s'est connecté en même temps et on peut pas, visiblement. Oui, on ne peut pas, en effet. Pas de souci. J'étais justement en train de te présenter Guillaume. Donc, je répète, cofondateur et CEO de Gringo. Merci Guillaume d'être avec nous. Eh ben, merci Maude et puis merci à tous aussi de vous joindre dans cet été chargé, j'imagine, pour tout le monde. Avant de te laisser la parole, je vais juste vous présenter rapidement l'outil Livestorm sur lequel nous sommes connectés. Vous avez deux onglets en bas à droite. D'abord, un onglet chat plutôt destiné aux messages informels dans lequel vous pouvez manifester votre présence. D'ailleurs, n'hésitez pas à me confirmer que vous m'entendez bien, à nous dire d'où vous venez, comment vous avez connu Gringo. Et s'il y a un problème technique, c'est aussi sur cet onglet qu'il faudra le manifester. Et puis, vous avez un autre onglet questions qui sera destiné à formaliser vos questions tout au long de l'événement. Et on prendra le temps de les traiter en deuxième partie, puisque ce live meeting se déroulera bien en deux temps. D'abord, Guillaume va vous présenter le projet et les raisons de la levée de fonds. Et ensuite, on passera à cette session questions-réponses. Voilà, je vois que tu as mis ta présentation, Guillaume. Du coup, je vais te laisser la parole. Oui, écoute, merci Maude. Rebonjour à tous pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. L'idée là pour moi, c'est de vous partager un petit peu l'historique de Gringo, qu'est-ce qu'on fait, d'où on vient, où est-ce qu'on va globalement. Je m'excuse par avance si certains connaissent déjà Gringo très bien par cœur et donc je vais faire plutôt une présentation globale d'ensemble du projet et puis voilà, on pourra aller un petit peu plus loin dans les questions. Donc, je vais essayer d'être assez roulant et pas être trop, de pas être trop loin, mais voilà, on est parti pour une petite quinzaine de minutes. Donc à Gringo, ce que l'on fait, c'est qu'on construit le leader des séjours verts sur des séjours vraiment bas carbone et on essaye de faciliter tout ça. Et donc on veut créer à Gringo le leader du tourisme durable en France d'abord, puis en Europe ensuite. D'où est-ce que vient ce projet ? Nous, à la base, on est parti de plusieurs constats, qui est que on est de plus en plus à voyager dans le monde. Malheureusement, cet engouement touristique, on va dire, se transforme en impact carbone, qui est qu'aujourd'hui, le tourisme pèse 11% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, c'est assez énorme. C'est plus que des secteurs comme la mode ou comme le BTP, par exemple. Donc, ça, on s'en est aperçu il y a quelques années maintenant. Et on voit aussi qu'il y a une volonté des gens de voyager plus durablement, mais que là où le bas blesse, c'est vraiment le manque de solutions dans l'industrie. On voit beaucoup d'acteurs qui ne se sont pas vraiment attachés à construire des solutions de voyage bas carbone, local, éco-responsable au sens large. Et c'est pour ça qu'on a choisi, nous, de s'attaquer à ce problème et à ces solutions avec Gringo il y a quelques années maintenant.
Et on est vraiment parti, nous, de cette raison d'être. On est entreprise à mission aujourd'hui et notre point de départ, ça a été de se dire on veut rendre le tourisme plus durable. Donc ça, c'est notre raison d'être aujourd'hui, que l'on décline en tant qu'entreprise à mission sur un certain nombre d'objectifs environnementaux, mais aussi sociaux. Donc nous, on a un enjeu vraiment de faciliter et de démocratiser l'accès à des voyages à faible impact. Et on a vraiment ce côté, comment on fait pour maximiser le plaisir et minimiser l'impact. C'est un peu ça notre boussole avec le nord et le sud, on va dire. On a un enjeu, bien sûr, d'informer, de sensibiliser, d'accompagner les différentes parties prenantes dans des pratiques plus vertueuses. Et puis, on a aussi le pan plutôt social et économique de notre mission, qui est de garantir une juste rémunération des hébergeurs, un juste prix voyageur, tout en assurant, bien sûr, la pérennité, la qualité de nos services. Donc là, c'est le volet plutôt commission équitable, notamment, de notre mission. Et donc, nous, on est parti vraiment de ça au départ. Et on s'est dit, tiens, comment opérationnaliser tout ça, finalement ? Et donc, on s'est mis en tête de construire une plateforme de voyage local, durable, de séjour éco-responsable. Et concrètement, le constat qu'on a fait, si on regarde sur la partie gauche ici de cette page, c'est que il n'y avait pas grand-chose d'adapté en fait aujourd'hui dans l'industrie. On voit sur les solutions existantes on vous demande souvent où est-ce que vous allez. On voit qu'aussi il y a souvent un silo entre le volet hébergement, le volet destination sur place, le volet transport. Donc schématiquement, Airbnb n'est pas connecté aux gares de la SNCF pour les voyages en train, par exemple. On n'est pas connecté non plus aux attraits touristiques de la région. Et donc, ce dont on s'est aperçu, c'est que les solutions actuelles, en fait, étaient très silotées, étaient très pensées, n'étaient pas forcément pensées pour du voyage local et bas carbone, créaient beaucoup de complexité pour les gens, et créaient aussi un schéma où, en fait, c'est structurellement carboné, puisque si on vous demande où vous allez, mais qu'on ne prend pas en compte votre point de départ, votre mode de transport, en fait, ça donne des séjours qui sont potentiellement très carbonés, puisqu'ils ne viennent pas structurellement le réduire. Et donc, nous, ce qu'on s'est mis en tête de construire à Gringo, c'est de changer vraiment ce paradigme dans l'industrie. C'est de se dire plutôt, mais d'où est-ce qu'on part ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Quelles sont les contraintes en termes de transport ? Et c'est d'intégrer en fait toutes ces dimensions au niveau de l'hébergement, du transport et des destinations dans un moteur de recherche qui à la fin va me permettre en quelques clics de manière très simple de trouver des endroits sympas qui donnent envie, qui sont peut-être moins loin qu'est-ce que l'on va me proposer si on m'a pas demandé tout ça avant, et qui sont aussi dans une certaine démarche que je vais préciser un petit peu après. Et donc en fait on s'est aperçu que ce paradigme-là, il pouvait produire jusqu'à 8 fois moins d'impact carbone que le paradigme de gauche. On s'est aperçu aussi que ça pouvait quand même être plébiscité en termes de plaisir pour les gens, et on s'est aperçu aussi que ça pouvait être vraiment facilitant pour tout le monde. Donc c'est ça qu'on essaye de faire schématiquement avec Gringo, c'est vraiment d'offrir un nouveau paradigme fonctionnel, mais aussi en termes d'offres sur le marché. Donc, concrètement, on a un paradigme en fait qui permet de réserver des logements aussi très simplement, mais qui permet en fait de filtrer selon l'ensemble des éléments, que ce soit les activités ou l'ensemble des transports, et qui permet des parcours de recherche comme celui qu'on a avec Gringo Explore par exemple, qui au lieu de vous dire où est-ce que je vais, dire plutôt d'où est-ce que je pars, quelles sont mes contraintes en termes de transport, quelles sont mes envies en termes d'expérience, et de pouvoir trouver des endroits en fonction et de les réserver en quelques clics très simplement. Donc ça, c'est ce que l'on développe depuis le début, mais aussi, c'est vraiment un schéma c'est vraiment une vision aussi de long terme sur le plan fonctionnel de la plateforme. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous, on développe vraiment la plateforme ultime de recherche et de réservation de séjours éco-responsables, au vert, nature, locaux, hors des sentiers battus. Il y a beaucoup d'angles en fait dans ce que l'on fait. Et ce qui est très important au-delà de l'aspect fonctionnel et technique de la plateforme, ça va être aussi l'offre que l'on met derrière. Et donc, notre constat sur le marché, c'est qu'on avait, au niveau des plateformes, notamment Booking et Airbnb, un immense catalogue de tous les logements en fait possibles, mais un catalogue assez peu qualifié en termes de démarche, en termes d'expérience, d'authenticité aussi des hébergements. Et donc, nous, on a voulu avoir un tourisme un peu différent au niveau des hébergeurs, et donc de sélectionner vraiment des hébergeurs
qui vont avoir ce côté authentique, c'est un petit quelque chose en plus. Voilà, pas juste un lit sur Airbnb, hein, on veut qu'un séjour gringo soit plutôt une expérience qu'un lit, voilà, très basiquement. On veut des choses, bien sûr, qui sont pas loin, qui ont un juste rapport qualité-prix et aussi qui ont une démarche environnementale active, hein, donc que l'on vient évaluer, qualifier sur une grille de plus de 100 critères écologiques, sur toute une algorithmie de CO2 score, d'éco-score. Donc, on a toute une ingénierie là-dessus, hein. Mais l'idée, c'est d'avoir des logements qui allient à la fois ce côté plaisir et ce côté respect de l'environnement aussi. Donc, c'est dans cet ADN-là aussi, au niveau de l'offre, qu'on veut se positionner. Et donc, on peut voir Gringo aujourd'hui comme à la fois comme une plateforme de séjour au vert authentique. On peut voir Gringo comme une plateforme vraiment hyper pratique de voyage local. On peut voir Gringo aussi comme une alternative aux géants de la réservation américaine notamment, hein, une alternative française équitable avec toute la démarche que je décrivais. Donc, voilà, je dirais qu'il y a plusieurs angles de lecture dans ce que l'on est en train de faire avec Gringo. Donc ça, c'est voilà un petit peu pour la grande vision du projet. Enfin, en tout cas, le point de départ et ce que l'on a commencé à construire. En termes chiffrés maintenant, sur les résultats qu'on a obtenus. Donc Gringo, c'est une boîte qu'on a lancée en 2021. Depuis 2021, donc cette sélection d'hébergeurs dont je parlais, on a réussi vraiment à la passer à l'échelle tout en gardant ce côté sélection et ce côté qualité de l'offre. Donc, on a plus de 10 000 hébergeurs inscrits désormais sur Gringo pour plus de 21 000 logements réservables en ligne aujourd'hui, en 3 clics. On a des séjours qui sont notés 4,8 sur 5 en moyenne. Hein. Donc, c'est un assortiment qui est vraiment très qualifié au niveau de l'offre. Donc, on a vraiment un plébiscite des voyageurs sur cette offre de par cet aspect sélectionné dont je parlais. Et on a ces taux de satisfaction qui vont encore en grandissant, puisqu'on a cette année-là des séjours qui sont notés 4,82 en moyenne. Donc, on arrive encore à renforcer. Le côté attractif de l'offre que l'on réunit. Cette offre, forcément, elle appelle aussi des volumes de réservation de voyageurs. Hein, donc, c'est le cœur de notre modèle économique. Hein. Nous, aujourd'hui, on se rémunère en prenant une commission sur les réservations d'hébergement. On avait commencé la première année, on avait à peine réalisé 200 000 € de volume d'affaires sur l'année, la première année. Hein. Là, vous voyez qu'on va être à quasiment 50 fois plus cette année. On va approcher les 10 millions d'euros de volume d'affaires cette année. On avait fait une première levée de fonds participative sur l'ITA à ce moment-là, ici, quand on n'était pas encore à 1 million. Et là, voilà, on voit que là, on va être sur une nouvelle levée de fonds avec un palier vraiment bien supérieur atteint. On a une croissance qui est vraiment très dynamique et donc on sent que là la formule pour Gringo est trouvée aussi au niveau client et donc il s'agit maintenant de continuer en fait dans cette tendance. Donc on réunit de plus en plus d'hébergeurs, on réunit de plus en plus de réservations aussi voyageurs. On a des séjours qui sont plébiscités, hein, comme je le disais, au niveau des notes, au niveau de la satisfaction, on a des chiffres vraiment exceptionnels pour l'industrie. J'en ai parlé, mais bon, je vous laisserai aller voir les avis, notamment sur des plateformes comme Trustpilot, mais bon, voilà, on sent vraiment qu'il y a une valeur ajoutée dans les services que l'on propose aujourd'hui. Et ensuite, on a aussi réussi à démontrer que les séjours avaient un impact vraiment très positif. Hein, donc, ce que l'on compare ici, c'est la moyenne des séjours des résidents français en général, et avec les séjours sur Gringo, via le mode classique, hein, donc de recherche de destination classique, ou via le mode Gringo Explore, qui est selon le point de départ. Donc, on voit qu'on arrive à avoir des séjours qui sont à peu près 8 fois moins carbonés que la moyenne. Sur le mode notamment Explore, donc ça démontre qu'en fait, en fournissant une offre de qualité, en fournissant les fonctionnalités qui vont avec, etc., on peut vraiment avoir un impact carbone relatif vraiment très, très, très faible et donc prouver un petit peu notre vision des choses qui est que on veut faciliter ce voyage local et ce voyage éco-responsable au sens large. On voit aussi qu'on est vraiment capable d'influencer les choix des personnes, hein, donc notamment au niveau des choix de destination. Hein. On voit ce sondage que 80% des répondants se déclarent être influençables sur le choix de la destination. Donc finalement, les gens, ce qu'ils vont rechercher, c'est plutôt une expérience plutôt qu'une destination en tant que telle. Et voilà, et c'est justement ce que l'on essaye de promouvoir chez Gringo pour donner envie aux gens de voyager local notamment. Donc voilà, au niveau des résultats un petit peu plus chiffrés, ce
qu'il faut avoir en tête, c'est que chez Gringo, on est une entreprise technologique. Donc, on édite vraiment toute une technologie au niveau de l'hébergement, au niveau des transports, au niveau des activités, et puis au niveau transverse, au niveau, je pense, notamment CO2, au niveau des données, au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un ensemble de modules technologiques que l'on développe. On a la majorité de l'équipe qui est une équipe de développeurs aujourd'hui. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a 2000 développeurs chez Airbnb. Donc, ça ne paraît pas, mais c'est vraiment un secteur qui est hautement technologique. Donc, on pourrait qualifier aujourd'hui Gringo de green tech. Et c'est aussi pour ça que certains développements qu'on aimerait avoir rapides et accélérés peuvent prendre un peu plus de temps. Je pense à une appli mobile, par exemple. Je pense à des fonctionnalités un peu spécifiques. Voilà, il faut comprendre que c'est des investissements, mais c'est des investissements qui vont rendre possible ce voyage local, notamment. Les perspectives maintenant, donc comme je le disais, nous, notre ambition, c'est de faire le leader du voyage durable en Europe à horizon 2030. Donc, on était sur un lancement sur la phase 2021-2024 où on a été vraiment sur une plateforme de réservation d'hébergement durable sur les 3 premières années. Là, on est en migration vers cette plateforme ultime qui allie à la fois le volet hébergement, transport et activité. Donc, ce moteur de recherche de séjour à faible impact qui donne envie. Et voilà, et l'idée, ça sera, une fois que cette phase-là sera achevée d'ici 1 à 2 ans, de partir plutôt après sur l'échelle européenne. De manière, pour l'instant, sur les pays limitrophes, probablement dans un premier temps. Mais voilà, l'idée, c'est de continuer un petit peu la trajectoire que l'on suit là. Et schématiquement, les investissements et les levées de fonds que l'on effectue, elles nous amènent plutôt vers cette trajectoire que vers une trajectoire qui consisterait à se dire, voilà, on va rester plutôt leader d'hébergement durable en France, qui n'est pas à la hauteur de nos ambitions. On est plus ambitieux que ça, et donc c'est ça aussi que vont venir financer les différents tours de financement. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le marché est énorme, qu'on en capture une toute petite partie. Donc là, je ne vais pas m'épancher sur les tailles de marché, mais c'est un marché qui est gigantesque. On a un enjeu, c'est de transformer ce marché, notamment d'un point de vue durabilité. On est l'acteur le mieux positionné pour le faire aujourd'hui, et donc étant donné qu'on a encore peu de parts de marché, je pense qu'on a un potentiel de développement qui est vraiment énorme, qui va être fonction aussi des investissements qu'on va pouvoir mettre sur ce marché-là. Comme je le montrais tout à l'heure, on a une croissance qui est rapide, mais on s'attend à une croissance qui va encore s'accélérer dans les années à venir, et on va viser, donc cette année, on va être proche des 10 millions d'euros de volume d'affaires, mais on va viser un volume d'affaires de l'ordre de 100 millions d'ici 4 à 5 ans, avec des cibles assez ambitieuses quand même de développement, sur le plan commercial notamment. Et donc l'opportunité sur ce tour-là, elle consiste à rentrer à peu près ici, avant une vague plus conséquente de croissance à laquelle on s'attend. Les priorités sur ce tour de financement, c'est quoi? Ça va être, pour rester vraiment schématique et simplifié, dans un premier temps, d'accroître la notoriété de Gringo. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la plateforme fonctionne, il y a plein de choses à améliorer, mais bon, on sait qu'on a un produit, on a une offre qui plaît, et donc il s'agit maintenant de le mettre entre les mains de plus en plus de personnes. Si vous êtes hébergeur, vous allez certainement me dire il faut plus de réservations, il faut plus de clients. Et je serais tout à fait d'accord avec vous. Et on en a de plus en plus, mais il en faut encore plus. Et je pense que ça, c'est notre axe de développement prioritaire, bien évidemment. On a ensuite l'amélioration de la plateforme existante, avec un certain nombre de fonctionnalités qu'on n'a pas encore et qui convient de développer. On a une application mobile notamment qui est dans les tuyaux, qui devrait sortir pour septembre, a priori, si tout se passe bien. Donc la levée de fonds vient aussi financer ce type de développement. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Au-delà de l'aspect innovation, donc qui est le troisième point, qui est de continuer à développer des fonctionnalités uniques que personne d'autre ne pourra proposer sur le marché et qui collent avec notre mission. Donc voilà les priorités, pour être très schématique, c'est d'être plus connu et d'avoir de meilleures fonctionnalités et de renforcer tout ça au fil de l'eau. Et donc cette levée de fonds, elle s'effectue, donc peut-être l'équipe, un petit mot sur l'équipe, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc on a une équipe d'une vingtaine de personnes aujourd'hui. On est dans l'équipe dirigeante, on est 5 personnes, donc on a des profils, Félix et Antoine, qui sont des profils vraiment purement techniques,
sur tout l'aspect tech et produit. On a Mathieu qui est plutôt centré sur le réseau d'hébergeurs et les opérations et les services clients que vous connaissez sans doute si vous êtes hébergeur. Et on a Julia qui nous a rejoint de chez Helios sur le volet marketing et moi qui sont voilà, sur le volet développement commercial. Et on est sur une équipe majoritairement technologique, comme je le disais, mais aussi avec bien sûr une équipe marketing, services clients et autres notamment. Et on est soutenu bien sûr par des investisseurs impact de renom comme Inco Ventures par exemple, et puis comme Lita aussi bien sûr depuis 2022. Et donc sur ce tour, là on est sur un tour qui est un tour de 1,6 million d'euros, dont 1 million déjà souscrits auprès de ces investisseurs historiques, et sur lequel on ouvre un pot de 600 000 euros auprès de la communauté Gringo, avec déjà pas mal d'intentions. Donc c'était très important pour nous d'avoir la communauté à notre capital et de l'avoir dès le début. On voit souvent des startups qui font des levées de fonds participatives à la fin, quand c'est un peu joué et tout ça. Mais nous, on a été depuis 2022 la première plateforme détenue en partie par sa communauté. Et donc ça, on veut intéresser, nous, l'ensemble de la communauté dès le début pour pouvoir bénéficier ensuite des plus-values futures potentielles. Donc voilà, c'était très important pour nous aujourd'hui de réserver suffisamment de place au capital et à l'actionnariat pour la communauté. Et donc, un petit mot de la fin avant de passer aux questions, c'est que je pense que c'est vraiment si vous voulez mon feeling sans filtre, c'est que je pense que c'est vraiment le bon moment pour investir chez Gringo aujourd'hui parce que on est encore petit, je dirais. On a encore un potentiel de développement qui est énorme, mais on sent que là, c'est vraiment la phase de décollage vraiment où sur ce mois de juillet, on a fait notre premier mois à plus d'1 million d'euros de volume de réservation annuel. On a encore énormément de choses sous la pédale au niveau de l'application mobile, par exemple, ou autre. Je pense que c'est un moment où la valorisation reste encore raisonnable et où offre encore des perspectives de plus-value vraiment intéressantes par la suite si on exécute bien notre plan. Donc je pense que d'un point de vue investissement, c'est un super moment pour nous rejoindre. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une super tendance, nous, sur le plan des opérations et on voit plein de signaux vraiment verts. Donc voilà, ravi de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, mais en tout cas, je pense qu'il y a une tendance très très positive pour nous en ce moment. Et on serait ravis de vous accueillir au capital si ça vous intéresse, avec grand plaisir, parce que c'est important pour nous, comme je le disais. Super, merci. Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation très claire, très complète, qui a suscité quelques questions. Chez Lita, on est vraiment ravis de reparticiper au financement de Gringo et de permettre à des particuliers de prendre part à cette levée de fonds, comme tu le disais. Avant de passer à la partie questions-réponses, je voulais juste vous rappeler les conditions de cet investissement et revenir aussi sur les raisons pour investir qui ont été identifiées par nos analystes chez Lita. Comme l'a dit Guillaume, dans le cadre de cette levée de fonds, Gringo lève des fonds en actions avec un objectif minimum de 300 000 euros et un objectif maximum de 600 000 euros. Et dans cette levée, la rentabilité se caractérise par une réduction d'impôt de 18%, une plus-value potentielle également, et c'est un investissement qui est éligible au PEA et au PEA-PME. Juste petit point timing, la collecte Gringo devrait ouvrir très prochainement. On est en train de finaliser les dernières étapes administratives liées à la holding et la collecte, pour être transparent, devrait soit ouvrir demain, soit ouvrir dans 10 jours. Donc on vous tiendra informé du timing dès qu'on aura cette confirmation-là. Ce qui est important de préciser, c'est qu'on a déjà reçu près de 765 000 euros d'intention pour un objectif maximum à 600 000 euros. Donc, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde et qu'il va falloir être rapide au moment du lancement. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas encore validé leur profil investisseur, je vous invite vraiment à le faire rapidement pour pouvoir concrétiser votre investissement au moment du top départ. Comme ça, vous assurez votre place. Voilà. Et puis, je reviens brièvement sur les raisons pour investir identifiées par nos analystes. D'abord, Gringo est positionné sur un marché en pleine transition puisque le tourisme durable connaît un essor fort,
porté par la quête de nature, de proximité, de déconnexion. Et le marché des hébergements éco-responsables offre un potentiel de croissance encore assez peu exploité en France et en Europe. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que l'entreprise a une traction forte et continue. Depuis son lancement, Greengo affiche une croissance avec un volume d'affaires multiplié par 26 entre 2021 et 2024, des revenus multipliés par 31 sur la même période. Et la dynamique se poursuit en 2025 avec une croissance projetée de x2 par rapport à 2004. Voilà, tout ça, 2024, pardon. Donc tout ça, c'est des indicateurs, des bons indicateurs. La troisième raison identifiée, c'est tout simplement son offre différenciante grâce à ses technologies propriétaires, recherche intelligente, comparateur carbone ou personnalisation. Greengo offre une expérience fluide, intuitive, à la hauteur des leaders, tout en répondant aux attentes des voyageurs d'aujourd'hui. Et enfin, la dernière raison, c'est l'équipe. Greengo a des talents clés en interne qui sont vraiment moteurs de la performance, portés par une équipe fondatrice aux compétences clés intégrées. Greengo allie exécution rapide, rigueur analytique et innovation et déploie des fonctionnalités différenciantes tout en restant fidèle à sa mission d'impact. Voilà, c'était la dernière raison identifiée de notre côté. Et je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent, donc c'est super. On va pouvoir passer à cette session questions-réponses. Et je vais commencer par la première, une question de Yann. Pourriez-vous nous décrire le processus de sélection des hébergeurs, sachant que vous êtes peu nombreux chez Greengo et que vous ambitionnez de démultiplier le nombre d'hébergeurs? Oui, tout à fait. Alors, c'est un processus qui a été en évolution depuis le démarrage. On a testé pas mal de formules. Ce que l'on fait déjà sur Greengo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une vérification humaine de chaque hébergeur. On ne peut pas s'inscrire comme sur Airbnb ou Booking un matin quand ça nous chante. Il faut d'abord envoyer une demande d'inscription, revoir un certain nombre d'éléments et on valide ou on invalide le processus d'inscription sur la plateforme. Schématiquement, donc sur l'esprit de la sélection, c'est quoi? C'est qu'on cherche des logements qui ont un petit quelque chose de sympa, d'authentique, de ce côté un peu hors des sentiers battus. Ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être l'endroit, ça peut être la destination, ça peut être la personne, ça peut être l'expérience proposée, ça peut être le rapport qualité-prix, ça peut être plein de choses. Et donc ça, c'est le côté, on va dire, go. Et après, il y a le côté green, qui est que là, on cherche des signes de démarche durable, sincère, que l'on va ensuite nous qualifier sur un certain nombre de critères via un certain nombre d'outils, mais on cherche une démarche qui semble a priori sincère. Donc, ça, c'est un petit peu l'esprit. Donc, on cherche des logements qui sont go et green, on va dire, donc green go, voilà. Ensuite, sur les modalités, comment ça se passe, c'est qu'on a des hébergeurs qui veulent s'inscrire, qui envoient une demande d'inscription. On a un humain qui repasse sur chaque demande, qui soit valide, soit invalide, soit demande des informations complémentaires, et sur base d'éléments vérifiables en ligne, notamment. Si c'est validé, on a tout un process d'évaluation ensuite sur une grille de critères écologiques, sur un CO2 score, sur un éco-score, etc. Donc, on a une brique vraiment d'évaluation sur les hébergeurs qui passent sur la plateforme. On a une charte sur laquelle les hébergeurs s'engagent à être dans une démarche environnementale active, d'être dans l'accueil des voyageurs, etc. Vous pourrez retrouver tout ça sur notre site internet. Et ensuite, on a encore une vérification qui va l'air être communautaire aussi, donc avec des voyageurs qui vont remonter des notes d'éco-responsabilité notamment, mais pas que. Il y a aussi le volet expérientiel. Et donc, on a aussi une curation ensuite qui est faite par la communauté. Donc, je dirais qu'on a plusieurs jalons au final. Et ce que l'on voit aujourd'hui, alors c'est jamais infaillible, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est les séjours notés plus de 4,8 sur 5, comme je le disais. C'est des taux de satisfaction à plus de 98%, c'est-à-dire des gens qui mettent 4 ou 5 sur 5. Et ensuite, on voit aussi que sur certains scorings, notamment l'éco-responsabilité, on voit pareil des taux de 4 ou 5 sur 5 au-delà des 95%. Donc, ce que l'on voit, c'est que cette approche-là, elle est suffisante pour avoir une offre de qualité aujourd'hui. Elle est scalable aussi, puisqu'on est capable, avec nos processus internes, de gérer des dizaines de demandes d'inscription par jour, voire même des centaines si on devait le faire. Donc, on a la capacité de le faire. Et ensuite, ce que l'on voit aussi, c'est que d'un point de vue client,
c'est pas nécessaire de ce que j'appelle communément de tuer la mouche au bazooka, c'est-à-dire d'aller trop loin non plus, puisque voilà, sur le plan de l'éco-responsabilité, en fait, finalement, on voit que voilà, finalement, les voyageurs dans l'ensemble ne nous demandent pas forcément d'aller trop loin non plus. En tout cas, c'est pas forcément valorisé d'aller trop loin. Donc, il faut savoir garder des équilibres pour avoir une offre suffisamment substantielle, mais suffisamment qualifiée. Et c'est l'équilibre que l'on a trouvé voilà, aujourd'hui pour répondre de manière complète à la question, j'espère. Super. Merci Guillaume. On a également une question de Stéphane qui demande: votre paradigme débouche-t-il sur une expérience tout en un, voyage, transport, hébergement? Alors, oui et non. Non, pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment pensé comme un moteur de recherche, plutôt que comme un moteur de recherche multidimension, plutôt que comme un moteur de réservation de l'ensemble packagé. Donc, schématiquement, notre modèle aujourd'hui reste autour de l'hébergement. Notre modèle économique reste autour de la réservation d'hébergement. On ne vous vend pas l'ensemble de la prestation comme une agence de voyage. Par contre, on vous permet de rechercher selon, où est-ce que je peux aller à 2 heures en pleine nature de chez moi, en train, accessible porte à porte. Ça, c'est les fonctionnalités qu'apporte le moteur. Donc, c'est vraiment pensé aujourd'hui comme un facilitateur de recherche par expérience et par mode de transport que n'offre personne aujourd'hui sur le marché. Ceci étant dit, à moyen terme, c'est-à-dire pas tout de suite, mais peut-être d'ici quelques années, c'est envisageable pour nous d'avoir un schéma packagé qui concernera probablement pas tout le monde, qui concernera probablement qu'une partie de la population ou qu'une certaine typologie de séjour. Donc ça, c'est des opportunités stratégiques que l'on a à moyen terme, mais que l'on n'a pas exploitées à court terme pour des questions de ressources, voilà, d'investissement aussi, technologiques notamment. Mais en tout cas, ça fait partie des opportunités pour nous à moyen terme en termes de développement. Merci pour ta réponse. Je passe à une question de Yann qui demande qu'est-ce qui empêche un de vos concurrents de vous copier quand vous commencerez à être visible? Oui, alors ça, c'est une question qui est assez intéressante et qu'on m'a souvent posée. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est d'une part la structure du marché et d'autre part la taille de ce marché. Donc, rien n'empêche aujourd'hui Booking ou Airbnb de nous copier. Ils ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce que le play stratégique de Booking et d'Airbnb, c'est d'être leader de l'hôtellerie, de la réservation d'hôtels dans le monde entier pour Booking, de la réservation de logements de particuliers pour Airbnb dans le monde entier. Donc, tout ce qui est, par exemple, les séjours en train, par exemple, où est-ce que je peux aller à 2 heures en train de chez moi, etc. Ça, il faut comprendre que c'est quelque chose qui concerne vraiment que le marché de l'Europe de l'Ouest, qui concerne peut-être d'autres marchés, mais qui ne concerne pas le marché, par exemple, US. Et donc, en termes de spécialisation, c'est pas quelque chose qui vont être capables, sur lequel ils vont être capables de se spécialiser ou en tout cas de spécialiser leur plateforme. Alors, on a vu des petites choses du style Airbnb catégorie, par exemple, mais c'est quelque chose qui a déjà été abandonné chez Airbnb. Tout ce qui concerne quelque chose de spécial, de spécifique, de voyage local, bas carbone, etc., ils ne vont pas être en mesure, de par leur taille et de par leur positionnement, de le faire. Ensuite, ils n'ont pas intérêt non plus d'un point de vue business. Pourquoi? Parce qu'ils ont des business models aujourd'hui qui sont très carbonés. On a plus de la moitié des flux qui sont en transcontinental chez Booking et Airbnb. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans leur flux, voilà, ils ont un flux tellement carboné aujourd'hui qui détruirait énormément de business pour eux de partir sur du voyage local bas carbone. Et donc, ils n'auront pas intérêt à le faire. C'est des entreprises cotées en bourse. Donc, c'est peu probable qu'ils le fassent. Ensuite, vu la taille du marché, nous, notre perspective, c'est que on voit des acteurs faire 100, 500 millions, 1 milliard sur des positionnements relativement niches. On voit des gens vendre des week-ends pour des couples qui font 100 millions avec Weekend Desk, par exemple. On voit des gîtes de France faire des centaines de millions d'euros de volume d'affaires sur un positionnement vraiment campagne. Donc, en fait, on pense qu'il y a une part de marché quand même énorme à prendre si on se spécialise vraiment sur le côté
hors de sentier battu, nature, éco-responsable, au vert. On peut le formuler de différentes manières, hein, mais de prendre cet angle-là, on pense que ça, c'est quelque chose qui a un potentiel important et que la spécialisation des gros voilà, ne sera pas possible. En tout cas, ne sera pas simple pour quiconque et nous permettra donc d'avoir une part de marché quand même assez substantielle voilà, d'ici quelques années. Super, merci. Attends, je rajoute un dernier point, Maud, par rapport à ça. Vas-y. Au niveau des barrières à l'entrée, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même très technologique. Ça demande de la technologie, mais aussi des données. Donc, si par exemple, on se dit, tiens, je veux partir à 2 heures en train de chez moi, en pleine nature, par exemple, il faut avoir été en mesure quand même d'agréger de la donnée du train, d'agréger les données de dernier kilomètre, de qu'est-ce qu'il y a à faire sur place au niveau des hébergements, etc. Donc, ça nécessite d'agréger à la fois des fonctionnalités, des branchements techniques et de la donnée qui n'existe souvent pas. Hein. Est-ce que l'hébergeur peut venir en chercher à la gare, par exemple? C'est de la donnée qui n'existe nulle part. Donc ça, il faut la construire et l'enrichir. On a déjà des centaines de millions de points de données aujourd'hui sur Gringo, hein, mais ça, c'est une barrière à l'entrée qui est quand même vraiment pas négligeable, vraiment pas triviale aujourd'hui pour nous sur le marché, en plus de tout ce que je disais voilà, par ailleurs sur la spécialisation. Merci pour cette précision. Nous avons également une question de Joël qui demande quelle est votre position par rapport à votre indépendance sur le secteur? Souhaitez-vous la maintenir ou envisagez-vous à moyen ou long terme de faire entrer d'autres gros acteurs au capital? Et si oui, avec quelle garantie? Oui, donc ça, c'est une question qui est toujours philosophique et sur lequel on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, donc c'est compliqué de faire des scénarios. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a vocation, enfin en tout cas notre intention à l'instant où on se parle, c'est de rester vraiment à capital européen déjà, parce qu'il y a l'enjeu, alors je parlais de l'enjeu durabilité, mais il y a l'enjeu vraiment de souveraineté qui est pour nous aussi très important. C'est qu'on est aujourd'hui sur un secteur qui est dominé par des acteurs américains. On est en France, on est le premier pays touristique au monde. Ça pèse 7 à 8% du PIB, le tourisme, et la majorité des flux passent par des acteurs américains. Voilà, donc ça nous gêne un peu, honnêtement. Et je dirais que notre première intention, elle est de garder Gringo à capital européen. Et d'ailleurs, on est à capital aujourd'hui 100% français. On a un tout petit peu de fonds impact belge, mais globalement, on est français, bon, je dirais européen du coup, mais quasiment 100% français. Hein, et donc, notre première intention, elle est là, et y compris ensuite pour les développements capitalistiques qui pourraient arriver avec d'autres acteurs, hein, c'est de rester sous pavillon français/européen. Ensuite, sur les typologies d'acteurs avec qui il y aura matière à traiter sur le plan de l'actionnariat dans le futur, c'est compliqué de répondre aujourd'hui. Ça sera une décision qui sera collective entre l'ensemble des actionnaires, y compris des actionnaires qui nous rejoignent via l'ITA. Donc chacun aura sa part de vote à ça. Il peut y avoir plein de cas de figure. Hein. Il peut y avoir un cas de figure où Gringo reste détenu tel que ça va être le cas aujourd'hui parce qu'on arrive à s'autofinancer. Hein. On a un plan de rentabilité pour 2027. Hein. Donc on estime qu'on peut atteindre le seuil de rentabilité en 2027 et donc être en autofinancement, donc théoriquement ne pas avoir besoin de faire d'opération de capital. Ensuite, on aura théoriquement besoin de faire des opérations de capital pour faire sortir certains actionnaires de la première heure, avec qui c'est vraiment tôt pour se projeter. Ça pourrait être des acteurs du secteur, ça pourrait être des fonds d'investissement spécialisés dans le tourisme, par exemple. Ça pourrait être d'autres typologies, ça pourrait être un actionnariat citoyen à nouveau. C'est trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que c'est un paramètre qui est très important pour nous, l'équipe fondatrice, de rester sur un actionnariat qui reste en ligne avec les valeurs que l'on s'est fixées et qui nous permet de développer aussi suffisamment d'ambition sur le plan de l'impact. Donc, c'est un peu une réponse de Normand que je suis en train de faire là. mais la vérité, c'est que c'est trop tôt pour se prononcer. L'intention, en tout cas, elle est de rester au maximum sur un actionnariat polarisé sur la mission de construire un tourisme plus durable. Ça, c'est clair. Super, merci. Hop. Nous avons une autre question de Stéphane qui demande quel est le taux de fidélisation clientèle?
Oui, donc ça, c'est une question où je peux donner des chiffres, mais qui sont quand même à prendre avec des pincettes, puisqu'on est sur des achats quand même peu récurrents dans notre secteur, hein. Donc, on peut avoir des achats tous les ans ou tous les 2 ans, par exemple, pour certains clients. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est un taux de fidélisation, donc de ce qu'on appelle le repeat, hein, de gens qui reviennent et qui réservent d'à peu près 25% aujourd'hui, hein, de notre base clientèle, sur ceux où on a un observable de temps suffisant. En 2025, on s'attend à plus de 20% de notre volume d'affaires qui provient des clients historiques, hein, donc pas des nouveaux clients, sachant qu'on est en très forte croissance. Donc on a beaucoup de nouveaux clients parce qu'on accélère très vite, hein, et donc il faudra observer ça d'ici quelques années, mais on s'attend à un taux de clientèle historique, je dirais, dans notre volume d'affaires qui va aller en grandissant, qui va pouvoir atteindre 40, 50, 60% d'ici quelques années et qui sera un des piliers de notre rentabilité, hein, et on voit en tout cas des tendances très positives aujourd'hui dans ces chiffres-là. On voit qu'on a triplé le volume d'affaires de la clientèle existante en 2025, notamment en tout cas sur la version projetée. Donc voilà quelques éléments chiffrés de réponse sur ce sujet-là voilà, en espérant que ce soit clair au niveau des chiffres. Très clair, je pense. Et on a également une question de Maëva sur le business model. Comment gagnez-vous de l'argent, commission sur les réservations ou autres services? Oui, donc notre business model, c'est vraiment des commissions sur les réservations. Aujourd'hui, et on le fait aujourd'hui ce que je pourrais appeler de manière brute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une commission qui est de 14% TTC sur les réservations et qui est de 11,67 hors taxe. Donc pour les hébergeurs professionnels, ça fait une commission à 11,67. On a vocation à rester sur ce business model-là. On aura des opportunités de l'élargir, peut-être de le diversifier dans quelques années. Mais l'idée, c'est de rester là-dessus sur un cycle de 2-3 ans. Et c'est après d'aller plutôt développer de nouveaux services. On parlait de la réservation des transports, par exemple. Il y a des sujets aussi au niveau des assurances. On développe aussi des produits, des cartes cadeaux, par exemple, ce genre de choses. L'idée, c'est de travailler là-dessus, de rester à une commission qui va être stable pour quelques années au niveau des hébergeurs, qu'on n'entend pas augmenter pour le moment. Mais plutôt de développer des services additionnels qui vont permettre de booster un petit peu ce 11,67 hors taxe, hein, avec quelques pourcents en plus par d'autres biais que juste de la commission sur réservation, mais quand même centré autour de ce flux de réservation. Ok, très clair. Une autre question de Stéphane. Stéphane a beaucoup de questions. La concurrence vous a-t-elle approché? Collaboration de technologie, offre d'achat ou autre? Alors oui et non. Enfin oui, dans le sens où on a eu pas mal d'approches de contact, hein, soit sous un mode qui êtes-vous, soit sous un mode tiens on veut faire des choses, soit sous un mode partenariat stratégique, hein. Donc on a eu pas mal de contacts déjà, hein, je pourrais pas tous citer. Mais pour le moment, on se développe plutôt en indépendance, hein. On ne veut pas être... bon, déjà parce qu'on a encore beaucoup à faire nous-mêmes, hein, qu'on ne peut pas se disperser, partir dans tous les sens, et qu'on estime qu'on a encore beaucoup de choses à faire et de valeur à créer nous-mêmes, et qu'on aura des partenariats plus stratégiques à exploiter plutôt à moyen terme. On a déjà des pistes identifiées de partenariats stratégiques, hein, notamment nous, ce qu'on va appeler le B2B2C, la distribution B2B2C, hein, donc c'est de distribuer les hébergements Gringo et la plateforme sur d'autres canaux, notamment au niveau des agences de voyage, hein, où on a peut-être des acteurs qui ont une offre plutôt internationale, plutôt carbonée, qui auront intérêt aussi à proposer une offre plus locale, moins carbonée et pratique à leur base utilisatrice, hein. Donc là, je peux penser par exemple à des grands distributeurs de voyages, hein. On pourrait citer par exemple Cdiscount Voyage, on pourrait citer Carrefour Voyage, on pourrait citer VP et autres, on pourrait citer différents acteurs de ce type-là, hein, qui attendent pas mal qu'on ait les moyens technologiques de se déployer en co-distribution. On ne l'a pas fait pour le moment. Voilà, on a plutôt priorisé d'autres leviers. Ensuite, voilà, on a des contacts, hein, avec d'autres acteurs qui sont soit des plateformes, soit d'autres acteurs dans l'industrie, hein, avec qui on parle régulièrement et avec qui on a vocation à parler régulièrement aussi sur cet aspect-là. Ok, merci.
Une question de Fanny que j'ai reportée directement dans la session questions qui vous dit j'adore votre plateforme, mais comment assurer que ce développement durable reste si la tendance est au développement et à la croissance, toujours plus sous le modèle capitaliste actuel usuel? Oui, très bonne question. Et donc, je dirais que c'est principalement une question de gouvernance. Donc, ça consiste en quoi? C'est-à-dire à avoir des actionnaires polarisés sur le volet développement durable et à avoir les mécanismes de gouvernance, c'est-à-dire le comité stratégique et le comité de mission dans notre cas, qui sont fonctionnels pour tendre vers ça. Donc, aujourd'hui, on est dans quelle situation? On a un actionnariat qui est 100% investisseur à impact. Donc, il y a l'ITA, bien sûr, la communauté, mais aussi des fonds comme Inco Ventures, par exemple, qui est un des leaders de l'investissement à impact, donc qui a des fonds d'une certaine catégorie, qui investit que dans des entreprises de ce type-là, donc pour qui c'est très important, bien sûr. Donc, nous, notre actionnariat, on a vocation à le préserver sur cette polarité-là. Donc ça, je dirais que c'est le premier gros levier. Et nous, les fondateurs, comme vous l'avez compris, on est très engagés. On a monté cette boîte pour avoir de l'impact et donc comptez sur nous pour vraiment faire le maximum pour jamais déroger à ça. Ensuite, on a des mécanismes de gouvernance. Le comité stratégique auquel siège l'ITA en particulier, donc qui va pouvoir prendre des décisions et des arbitrages en fonction de ça, à la fois business, mais à la fois aussi impact. Et ensuite, on a le comité de mission, donc là, qui est un organe composé de personnes externes. Donc dedans, il y a une hébergeuse, il y a un représentant voyageur, il y a un représentant investisseur, un représentant salarié aussi, pour animer toute une démarche de mission, se fixer des objectifs d'impact, les traquer, les respecter, voir où est-ce qu'on en est, et aussi trancher certaines décisions qu'on pourrait avoir à prendre qui touchent du doigt un petit peu à ce type de sujet. Donc voilà ce que l'on a en place aujourd'hui. On trouve que ça fonctionne bien pour le moment. Ça sera à faire évoluer, bien sûr, au gré des évolutions, mais en tout cas, il y a une très forte volonté de l'ensemble des actionnaires aujourd'hui de rester dans cet équilibre-là. Et c'est aussi le sens de cette levée de fonds participative. C'est plutôt que d'aller vers des fonds d'investissement généralistes qui ont peut-être moins ça dans leur cœur d'ADN. Nous, on reste sur de l'actionnariat impact et on a vocation à le faire au maximum. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. J'enchaîne avec une question de Maëva sur la place des investisseurs. Quelle place accordez-vous à vos investisseurs? Participent-ils à des décisions stratégiques? Comment tenez-vous les investisseurs informés, AG, newsletter? Et qu'attendez-vous de vos investisseurs au-delà de l'apport financier? Oui, alors très bonne question que j'ai touché un petit peu du doigt. Alors, il y a plusieurs catégories d'investisseurs, mais si on va se dire qu'on se parle là pour l'ITA, donc comme je le disais, l'ITA siège au comité stratégique, donc vous serez représenté par un représentant de l'ITA à notre comité stratégique dans les décisions directement. Ensuite, on a des reportings semestriels avec l'ensemble des chiffres d'activité, donc voilà, qui a un rapport vraiment en transparence des chiffres que l'on a atteints, des réussites que l'on a eues, des difficultés que l'on a eues aussi, donc là qui est orchestré vraiment au travers de l'ITA. Et donc au-delà de l'aspect financier, nous, comme je disais précédemment, c'est important pour nous qu'on ait un aspect communautaire, donc c'est au-delà de l'aspect financier. N'hésitez pas à parler de Gringo autour de vous, être les premiers ambassadeurs aussi de la plateforme, et ça peut être via différents leviers que l'on a, soit simplement en passant par Gringo pour vos vacances, mais aussi peut-être parrainer vos proches, offrir des cadeaux à Noël ou à d'autres périodes, par exemple, des cartes cadeaux Gringo, par exemple. Ça peut être vraiment plein de choses, donc c'est vraiment libre à chacun. Nous, on n'impose rien, bien sûr, aux actionnaires. Il y a plusieurs niveaux d'engagement au niveau des investisseurs, mais c'est vraiment libre à vous de voir ce qui vous fait plaisir aussi. Mais je dirais qu'on n'attend rien, c'est vraiment libre, mais bien sûr, c'est cool si vous pouvez aussi nous filer un petit coup de main par ailleurs qui n'est pas financier, quoi. Voilà. Et voilà, il y a un dernier aspect aussi sur les décisions stratégiques, c'est que la communauté au sens large, nous on se nourrit énormément des retours utilisateurs,
sur les fonctionnalités produits, sur tous les canaux, sur notre site, sur les réseaux sociaux, ou par mail ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours qui seront factorisés vraiment dans nos prises de décision concrètes aussi au jour le jour. Ouais, et je complète juste, en effet, côté Lita, sur Gringo et sur toutes nos levées, on demande un reporting 2 fois par an pour voilà, vous mettre à disposition des chiffres et où on en est l'entreprise au fur et à mesure. Et puis, il y a en effet une AG de la holding annuelle en juin en général pour voilà, voter certaines résolutions et on en profite en général pour avoir un moment d'échange avec l'entrepreneur et pour aussi donner des nouvelles. Voilà. Je vois qu'il nous reste 2 questions, donc on va terminer avec la question de Rémi. Y a-t-il une forte saisonnalité dans vos locations? Quid des réservations au printemps et en automne? Il y a une saisonnalité effectivement, hein, notamment liée à la période estivale, hein, mais je dirais que nous, on est positionné sur 2 typologies de séjours, hein, à la fois les vacances, mais aussi les week-ends. Donc ça lisse un petit peu notre saisonnalité par rapport à d'autres acteurs du secteur. Après, on est en France, hein, vous savez que juillet-août est la forte période d'activité. Hein. Donc ça, c'est le moment où on a le plus de réservations, à la fois en réservation, mais aussi en séjour. Hein. Ensuite, on a une période forte qui s'étend, je dirais, en enregistrement de réservation entre mars et août, hein, avec une période un peu plus calme à partir de septembre. Mais schématiquement, bon, on a toujours quand même un plancher de réservation qui est... Voilà, il y a quand même une activité structurelle régulièrement, puisqu'on a aussi quand même souvent des vacances scolaires, on a aussi souvent des gens qui partent en week-end, donc on a quand même un minimum d'activité sur toute l'année. Voilà, c'est pas 0 et 100, hein, c'est plutôt du 30, 40, 70, 80, quoi. Voilà, je dirais en termes d'étalement. Pardon, j'avais pas mis mon micro. On a une dernière question de Christine qui demande si vous envisagez des partenariats avec, par exemple, Accueil Paysan qui partagent les mêmes valeurs que vous et sont eux aussi peu visibles. Tout à fait. Donc, il faut savoir qu'on a déjà pas mal d'hébergeurs, notamment du réseau Accueil Paysan. Hein. On peut envisager, on est en train d'en construire un autre aussi avec le réseau des parcs naturels régionaux, hein, qui a une très belle, un très beau réseau d'hébergeurs aussi. Donc, tout à fait, c'est le genre de partenariat qu'on envisage de manière ad hoc. Hein. Ensuite, bon, c'est l'ensemble des partenariats qu'on a. C'est vrai, j'en ai pas trop parlé, hein, mais on a un partenariat avec un large panel d'acteurs quand même déjà en place. Hein. Donc, on a à la fois les labels environnementaux comme Clé Verte, par exemple, ou l'écolabel européen. On a des partenariats aussi avec des acteurs comme la SNCF sur la promotion du voyage en train et avec certains petits réseaux d'hébergeurs. Donc, Accueil Paysan, pas encore un partenariat, on va dire, formalisé et en bonne et due forme et massif. Mais on affiche, par exemple, sur Gringo tous les hébergeurs du réseau Accueil Paysan. Ça, c'est quelque chose que l'on fait déjà. Mais qu'on pourrait renforcer tout à fait, que l'on envisage et que l'on va activer dès septembre, par exemple, avec les parcs naturels. Donc, Accueil Paysan, c'est tout à fait quelque chose que l'on pourrait développer aussi dans les prochains mois et trimestres. Super, merci Guillaume. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il y en avait pas mal. Donc, merci pour ce moment d'échange. On avait quelques questions, mais qui n'étaient pas dans l'aspect question, je vois. Ah bon En tout cas, je vois une autre question de Fanny. À quand la plateforme d'achat durable qui pourrait être... Ah oui, j'ai loupé celle-là, en effet. C'est peut-être la seule qu'on a manquée, en fait. Hein. Ouais, je pense que c'était la seule. Bien vu. La plateforme achat durable, voilà, pour répondre très rapidement, on l'a envisagé, on a commencé à la construire, mais c'est un investissement un peu trop lourd qui n'a pas trouvé forcément, donc sur sondage hébergeur, hein, une grosse volonté, en tout cas une grosse traction, ou en tout cas un espace où l'investissement requis était avec en face une demande suffisante. Donc pour le moment, on l'a pas développé, mais ça fait partie des choses. Hein, alors je dirais pas d'ici quelques mois pour le coup, mais peut-être d'ici quelques années, qui au fur et à mesure de notre développement, selon la taille et l'échelle qu'on a, qui
qui pareil fait toujours partie des projets que l'on a en tête à moyen terme. Top. Merci d'avoir vu cette question et Fanny, on espère qu'on a répondu. Écoutez, on arrive à la fin de ce moment d'échange. Pour celles et ceux qui auraient manqué le début ou une partie de l'événement, sachez que vous pourrez retrouver le replay dans l'onglet Opérations de la page de la levée de fonds. Et comme je vous le disais, la collecte ne devrait plus tarder. Restez bien au fait sur vos mails. Vous serez avertis, si vous avez déposé une intention, vous serez avertis au moment du top départ. Et donc, je répète, mais n'hésitez pas à valider votre profil avant la collecte, parce qu'il y a un petit délai de validation, donc ce serait dommage de louper le top départ. Voilà, merci en tout cas à tous pour votre attention, pour votre participation en plein août. Et on reste à votre disposition avec Guillaume si besoin et avec les équipes Lita. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite à tous un très bon été et à très vite sur Lita. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Au revoir.